Aujourd'hui, nous allons parler de relations, des relations familiales, des relations amicales, bref, des relations avec les autres. Pourquoi? Parce que c'est vrai que cette fin d'année est souvent l'occasion, et c'est très chouette, des retrouvailles avec la famille, avec les amis. Mais justement, cela peut être aussi le théâtre de certains conflits. Donc aujourd'hui, avec notre invitée préférée, Lorita, nous allons voir comment est-ce que le yoga peut nous aider à avoir des relations avec soi et aussi avec les autres, peut-être un peu plus apaisées. Bienvenue dans Yogi's Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui gravite autour du yoga, de la vie tout simplement, et où on partage des réflexions et des avis nuancés. Bienvenue ici, bienvenue pour ce nouvel épisode, et restez bien jusqu'à la fin car une surprise, un cadeau de Noël un peu en avance vous attend. Alors sans plus attendre, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laura, comment tu vas? Bonjour Elsa et bonjour à tous et à toutes, ça va et toi? Ben écoute, ça va, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Merci, et t'as vu comment j'ai mis mon plus beau pull de Noël que je te montrais tout à l'heure, mais voilà, je me suis dit on va se préparer pour l'occasion. Ouais, je l'ai pas, j'ai pas mis le mien, mais franchement le tien est magnifique. Donc si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez admirer le magnifique pull de Lorita, qui est typiquement issu de The Office, c'est bien ça? C'est ça, petite référence à The Office, and my horn can pierce the sky, et la petite un peu Barbie licorne dans un des épisodes, donc voilà, je l'ai sorti pour Ah bah l'occasion. t'as bien fait. En tout cas, c'est trop chouette que tu sois là aujourd'hui. On va parler de deux sujets qu'on adore, donc le yoga en dehors du tapis et aussi tout ce qui va être relations humaines. Et c'est quelque chose qu'on avait un peu abordé lors de nos deux derniers épisodes où on parlait plutôt des relations au travail et notre relation avec le travail. Donc là, on rentre un peu dans une autre sphère de relations qui est quand même pas les plus faciles parfois, mais les relations familiales et les relations autres, hein, amicales et proches. Qu'est-ce que tu dis si on rentre tout de suite dans le vif du sujet? Et Lolita, j'ai très envie de te poser une question. Par rapport justement à la philosophie du yoga, c'est vrai que dans toutes ces grandes épopées, le Mahabharata, le Ramayana, en fait, on se rend quand même compte que c'est pas que des histoires de famille extrêmement heureuses. Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est dans les deux cas, il y a des familles qui sont complexes, mais en même temps, profitons du fait que c'est la fin de l'année et que c'est une période où on va forcément voir nos proches, on va être en famille, peut-être pour certaines d'entre nous, et on sera confronté, enfin en tout cas, je sais pas toi, mais je pense on est souvent confronté justement à des situations où le, on va dire, la télé et Hallmark et les festivités se veulent très paisibles, très, voilà, un peu comme une carte postale et on s'aime tous et tout. Et en fait, parfois, les relations les plus déchirantes, les plus complexes, celles qui peuvent nous faire sortir de notre zen, sont parfois les relations qu'on a avec notre famille. Et c'est pas pour rien, je pense. Et c'est pas pour rien, je pense aussi que, comme tu disais, quand on parle des grandes histoires indiennes, comme le Ramayana ou le Mahabharata, les protagonistes sont issus d'une même famille. Le Mahabharata, c'est clairement cette guerre, cette grande guerre qui va presque menacer de détruire l'univers parce que c'est une guerre entre deux factions d'une même famille. Le Ramayana, euh, c'est pas une guerre entre des clans d'une même famille. Or, tout ce qui déclenche les événements qui vont faire que Rama va partir en exil seront des affaires de famille. Et même Rama, je trouve que si vous ne connaissez pas l'histoire du Ramayana, Rama est un petit peu l'incarnation de ce prince ou de ce roi idéal. Il est l'incarnation du bien. Mais on voit depuis le début, et moi, c'est quand même quelque chose qui m'a frappé quand j'ai abordé cette histoire dans le podcast, c'est que en fait, son père l'aime plus que tout. Il voudrait qu'il soit son monde. Et je trouve que en lui posant autant d'espoir, le pauvre Rama
il n'avait qu'une issue, c'était de partir. En fait, à un moment, de se libérer justement de ce rôle et de tout ce poids que son père lui posait sur sa tête, enfin cette couronne qui était si lourde. Et c'est vrai que les familles, comme elles constituent la première société à laquelle on appartient, parce que c'est notre noyau hein, sociétal, c'est là où on a grandi, c'est les personnes qu'on connaît le plus, avec qui on interagit le plus hein, la plupart du temps, bah forcément ce sont les personnes avec qui on a le plus de contact, le plus d'interaction. Et donc c'est normal, je pense, et c'est ça aussi que j'adore dans ces deux grandes histoires, c'est qu'elles s'acceptent que bah oui, ça va arriver. Ça va pas tout le temps être la paix, même si on voudrait ça. Même si dans le monde idéal, on s'entend tous bien, il y aura forcément des malentendus. Déjà, chaque tête est un univers à part entière, mais quand on le met en relation avec d'autres univers, bah ça va forcément créer des frictions à un moment par rapport à notre relation au sein de la famille, nos devoirs, comment est-ce qu'on va se placer, comment est-ce qu'on se construit en dehors de la famille, qui est un travail que tout le monde va faire dans le Mahabharata et dans le Ramayana, et c'est pas pour rien que les protagonistes partent en exil. Je pense que c'est essentiel à leur développement. Qui suis-je sans cette mini-société dans laquelle je me suis construit et grandi, etc. Et au bout d'un moment, il va falloir confronter un peu ces deux identités, ces deux choses. Donc, je pense que c'est pas pour rien et je trouve que c'est une bonne chose que ces deux histoires nous disent, bah oui, c'est la nature aussi humaine d'avoir forcément des conflits à un moment ou à un autre. Donc, si pendant ces fêtes de fin d'année, à un moment il y a des frictions, à un moment il y a des malentendus, déjà pensez à ces personnages et dites-vous que ce n'est pas si grave, ça fait partie de la vie finalement. Je sais pas ce que tu en Bah, si, c'est penses. tout à fait juste et en effet, ça fait partie de la vie. Merci en tout cas pour cette, très belle introduction. Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi un très bon moyen d'apprendre aussi sur soi parce que je pense que comme tu l'as bien dit, c'est vrai que ces histoires aussi nous le partagent aussi, il y a ce besoin d'exil, ce besoin de savoir qui on est en dehors de notre cercle, mais il y a aussi, ce besoin de retourner. Un petit peu comme on en avait parlé dans les relations au travail où nous, le fait d'être revenu dans des travaux, dans un travail salarié, dans des structures, start-up, hôpital, en fait, on n'est plus la même personne. C'est-à-dire qu'il y a eu notre temps d'exil où on a appris des choses, on s'est construit et en fait, on se rend compte que, bah, quand on retourne dans une structure, bah, en fait, on n'est plus pas exactement la même personne et parfois, ça peut aussi être compliqué et donc ça, c'est, je pense, important de le comprendre et de pas culpabiliser. Parfois, je pense qu'avec la famille, il y a toujours ce poids où on pense c'est exactement ce que tu disais, que c'est ce qu'on voit dans les pubs, dans les séries américaines ou quoi, ou dans les télévisions de Noël où voilà, tout est extrêmement lisse, tout est extrêmement fluide, ou en tout cas tout est bien qui finit bien. Parfois, c'est pas toujours le cas, mais c'est OK et parfois ça peut être aussi des moments, difficiles, mais qui sont nécessaires pour pouvoir avancer. Non, mais c'est complètement ça. Et tu vois, c'est intéressant parce qu'on parle de ce thème, alors que je suis dans un état où j'ai vraiment vécu aussi un exil en quelque sorte par rapport à ma famille, parce que ça fait c'est très longtemps que j'habitais en France, alors que toute ma famille est au Mexique. Et je vais vous raconter ma vie presque, mais là, du coup, j'arrive, ça fait presque un an qu'on est au Mexique, qu'on est de retour au Mexique. Et pour moi, cette année a été une année où il a fallu justement me retrouver à nouveau dans un cercle familial. Je n'étais plus habituée à cette dynamique où il a fallu voilà, voir et confronter tout ce que j'avais construit en dehors en étant loin. C'est pas que je ne les voyais pas, je les voyais chaque année, notamment à Noël, mais c'était très passager, alors que là, vraiment, ils font partie de mon quotidien. Et je peux vous dire que c'est pas forcément facile. Je suis venue en partie pour eux parce que j'avais envie de les voir, j'avais envie d'être proche d'eux. Ça faisait longtemps que j'étais pas chez moi, que j'étais pas avec eux. Mais je ne peux pas dire que ça a été un long fleuve tranquille parce que, et je pense que quand on parle des grandes épopées, c'est aussi un dilemme qui sont souvent les personnages. Parce que je sens, en tout cas, et je ne sais pas si c'est très lié à ma culture, je sens que quand je suis dans ma famille, il y a un énorme poids de devoir.
je suis la fille aînée et donc je sais qu'il y a des choses qui sont attendues de moi. Je suis aussi une fille dans une famille mexicaine qui est certes pas forcément traditionnelle, mais quand même où je sais qu'on attend des choses de moi, par rapport à mes parents, par rapport, voilà, à ma petite sœur et parfois ça peut être un petit peu lourd et donc cette année, ça a été super intéressant pour justement voir comment je me plaçais face à ces choses ou à ces conflits qui étaient parfois et très souvent plus intérieurs qu'autre chose, parce que c'est moi aussi qui me construis ma propre réalité, et peut-être que j'aurais pu, voilà, changer la dynamique ou faire d'autres trucs, mais ça n'a pas été tout le temps facile. Ça n'a pas été tout le temps, ouais, tout le temps simple. Et en même temps, c'est pas forcément dans la simplicité ou dans les moments où tout se passe bien qu'on va grandir. Donc c'est toujours très intéressant. Et c'est pour ça que ces histoires ne sont jamais, et sinon ça ne serait pas des histoires intéressantes, nous posent justement face à ces problématiques, face à ces situations où c'est douloureux, mais on va grandir et on va peut-être, et on l'espère, apprendre des choses. Mais c'est très vrai ce que tu dis et tu parlais d'exil quand tu es du coup partie du Mexique pour vivre en France. Moi, je l'ai eu alors c'était un temps beaucoup plus court, mais quand je suis partie en Allemagne quand j'étais pour passer ma terminale là-bas et donc petite fille, des montagnes, tu vois? Je me retrouve dans une ville, en famille d'accueil, dans un lycée, qui est franchement, c'était un peu Gossip Girl, quoi. Enfin, c'était pas du tout mon monde, tu vois? C'était des gens qui étaient fortunés pour, pas pour tout le monde, mais quand même une partie et d'autres codes, d'autres valeurs, d'autres, ambitions, et j'ai vraiment été, très perturbée parce que finalement je presque rien ne m'avait, tu vois, construit pour vivre ça. Ça a été très compliqué, mais c'est clairement une des expériences les plus enrichissantes de ma vie et c'est encore une expérience, dire que souvent j'y repense à cette année et je me dis: «Bah, en fait, ouais, j'ai été capable à un moment, bah, de vivre ça, toute seule», et ça m'a permis de mieux comprendre qui j'étais, mais aussi de mieux apprécier certaines choses quand je suis, revenue et aussi de moins supporter certaines choses aussi quand je suis revenue et ça, je pense que c'est important aussi de se dire que, ça n'a pas à être simple. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont paraître fluides, simples et c'est merveilleux quand ça arrive. Mais s'il y a des points de friction, bah, finalement, la chose la plus compliquée, c'est de les accepter. Mais une fois qu'on les accepte, une fois qu'on, voilà, les observe, on sait qu'elles sont là, après on y va, en fait. Et je pense qu'il y a mais cette phase d'acceptation, elle peut être très longue. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais complètement. Bah, c'est de la digestion Mmh. finalement, à plein de niveaux, hein, qui va se passer et même on parlait, hors antenne, justement de ça, du fait que, bah, parfois il va falloir, on voit déjà les choses venir et peut-être et on espère que la pratique de yoga parfois nous aide à prendre un petit peu de recul par rapport à ces situations et à les observer de loin, alors qu'on pourrait être, dans l'œil de l'ouragan et vraiment au centre du conflit. Le yoga nous aide à prendre un petit peu cette place, cette hauteur, mais même quand on a cette lucidité, même quand on voit tout relativement de loin, même quand on arrive à s'en détacher, parfois c'est pas quelque chose qui est facile à digérer. Et c'est normal. Et c'est normal. Moi, je suis sûre que, un peu comme toi, cette année va être hyper riche je, je, je vais apprendre plein de choses, mais je vais pas tout digérer. Il y a des choses qui vont garder. C'est un petit peu cette histoire aussi, cette image qu'on va retrouver aussi beaucoup dans les textes de yoga, de la petite graine qui va semer des fruits, mais ces fruits ne seront pas immédiats. Et souvent, et la plupart du temps, ils ne sont pas immédiats. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je pense que même quand tu repenses, si tu repenses encore à cette période de ta vie, c'est parce qu'il y a peut-être encore parfois des choses où tu te dis, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, ou je sais pas, des nouvelles choses qui apparaissent finalement. Non, mais clairement, puis c'est aussi être confronté, je pense, à un système qui est très différent, c'est-à-dire dans tous les sens du terme et moi, je me souviens justement, ma famille d'accueil était très différente de ma famille, famille. Moi, j'ai une famille qui est plutôt,
voilà, très dans l'effort, dans la terre, des montagnards, enfin voilà, c des valeurs que je trouve, très bien, mais il y a quand même une certaine dureté et moi j'étais pas forcément je ne suis toujours pas forcément, en accord avec ça. C'est-à-dire qu'ils ont toujours trouvé que je pleurais trop. Je suis clairement la pleureuse de la famille, mais moi, c'est vrai que Oh mais non, mais je non! pleure pour tout. Mais tu sais, c'est même pas triste. C'est-à-dire que parfois, je vois un truc qui est beau, je pleure, tu vois? C'est juste que j'ai l'impression que mes émotions, elles ont juste besoin de sortir comme ça. Tu vois, tu as des gens qui vont Mais un oui, non, mais ben c'est bien. voilà, eux, ils crient beaucoup. Moi, je suis pas trop dans le cri, je suis plus dans les pleurs. Et je suis arrivée dans une famille d'accueil, mais hyper new age, qui était à fond avec les fleurs de Bach, les cristaux, végétarienne, c'était vraiment les antipodes de ce que j'avais connu. Heu, c'est C'est mais génial. voilà, c'était très perturbant. Mais ça faisait du bien aussi, ça a fait énormément de bien et ça a été, voilà une période, extrêmement enrichissante à ce niveau-là. Mais c'est marrant en fait de voir que souvent je sais pas, je trouve que la vie est quand même bien faite, ça nous met toujours face à une leçon, toujours face à quelque chose qu'on doit apprendre. Moi je sais que là, d'être dans une famille diamétralement opposée à la mienne et qui pour le coup, bah, peut-être répondait à plus de mes besoins, bah, en fait ça m'a fait prendre conscience de plein de choses, mais ça m'a aussi fait prendre conscience de cette limite qu'il y avait. C'est-à-dire que je me suis dit: «Mais peut-être que, j'aurais été trop» je sais pas si j'aurais été trop fragile, mais peut-être que, du coup, d'avoir grandi dans un environnement plus dur, plus strict, est-ce que ça m'a pas permis d'être, bah, un peu plus d'amener un peu de la structure dans une enveloppe extrêmement douce? C'est ce que je disais à mon conjoint il y a pas très longtemps. Je pense que dans une autre vie, j'aurais été, cet artiste fantasque qui peint des peaux dans la jungle. Tu vois? Que il y a une partie de moi, je pense qu'elle est là, tu vois? J'adore. Mais je pense pas que c'était cette vie. Mais c'est génial et j'adore parce que c'est vraiment un apprentissage qui est très nuancé, qui est très riche parce que voilà, très nuancé et ça me fait penser alors, moi j'adore, j'ai vraiment un plaisir un peu coupable qui est, celui de regarder des émissions de télé, un peu de télé-réalité, très particulière, très particulière. Je ne regarde pas n'importe quelle télé-réalité, mais quand j'étais enfant, il y avait, et je pense que ça existe en France, c'était une télé-réalité où on échangeait les mamans. Je crois que ça existe pas. Enfin, en tout cas, je connais pas, peut-être pas, enfin, non, je crois que Non, c'est un peu glauque, non? j'adorais, non mais j'adorais cette émission. Mais parce que, et ça me fait vachement penser à ce que tu dis, parce que c'était, en gros, c'était pendant 2 semaines, il y avait deux familles qui étaient, justement, ils faisaient en sorte que ce soit des familles complètement différentes. Et les mamans, alors, on pourrait se poser la question de pourquoi la maman C'est vrai. enfin, doit changer, etc. On va pas aller dans le détail de ça, mais on sait très bien pourquoi. Mais bon, c'était les mamans qui devaient changer de famille. Et pendant une semaine, c'était la maman qui devait s'adapter au- à la façon de vivre de sa nouvelle famille. Et pendant la deuxième semaine, c'est elle qui choisissait les règles. Donc, tu avais par exemple ben voilà, la maman qui était super stricte et plein d'ordre, etc., versus la maman qui était vraiment, genre, pas du tout stricte, pas de règles, etc. Et à la fin, ce qui était quand même super beau, et je pense que c'est pour ça que j'aimais beaucoup cette émission, c'est que à la fin, les deux mamans se rendaient compte qu'il y avait des choses, comme tu disais, qu'elles pouvaient mettre en place Mmh. pour ne pas être si strictes, aussi, voilà, loussi avec leur famille. Mais il y avait aussi des choses qu'elles pouvaient se permettre euh, et qui étaient bien finalement et qu'elles s'aimaient de leur famille. Parce que très souvent, au début, les mamans étaient en mode mais j'en peux plus de ma famille, je peux plus de mes gosses, de mon mari, etc. Et à la fin, ils revenaient et ils étaient presque aussi appreciative, enfin, ils appréciaient vraiment beaucoup d'aspects qu'elles n'avaient pas forcément vus de leur famille initiale. Et je trouve que c'est génial d'avoir ce type d'expérience, un peu comme celle que tu as eue finalement. Ouais, c'est tout à fait ça. Non, mais c'est vrai que, enfin, en t'entendant, c'est vrai qu'à mon avis, ça peut être que bénéfique, en fait, ce type d'expérience.
Et je pense que ça peut être bénéfique à plein de niveaux. Et moi, je sais que ça m'a permis, alors pas tout de suite, mais je pense qu'au fur et à mesure de plus comprendre finalement, bah, finalement qu'est-ce que ma famille m'a apporté et de comprendre aussi, bah, peut-être à l'intérieur, quelles étaient peut-être mes aspirations, ma sensibilité, qui étaient peut-être plus proches de certaines personnes, mais comment concilier les 2 et finalement quelle est la valeur à avoir les 2. La vie est bien faite, encore une fois, je pense, dans beaucoup de cas et ce qu'elle nous apporte, bah, c'est peut-être ce dont on a besoin. C'est pas vraiment fataliste, hein, mais c'est juste que de toute façon, ça ne peut pas être autrement. C'était quelque chose que répétait beaucoup ma prof de méditation dans le cycle de méditation que j'avais fait. Ça ne peut pas être autrement et donc si c'est comme ça, mais qu'est-ce que ça apporte? Et je trouve que c'est important de mais voilà, comme tu dis et comme ils se rendaient compte à la fin de se rendre compte de finalement qu'est-ce qu'on peut faire pour changer certaines choses, sans se changer totalement, mais peut-être pour amener un peu plus de douceur ou un peu plus de structure suivant la situation dans laquelle on est. Souvent, c'est des situations un peu extrêmes, donc on a besoin de cet équilibre et je pense que c'est un peu cette recherche qu'on cherche tous. Mais ouais, après, moi, je me pose toujours une question et je sais pas si tu as la réponse, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de vivre avec les autres? Oh là là, je pense pas avoir la réponse, loin de là. Mais parce qu'on a aussi, enfin, et je pense que c'est un terme Mmh, philosophique qui est super intéressant et qui a déjà bien été, enfin, sûr. l'enfer c'est les autres. Exactement. Et, et je pense que ça a été étudié et je trouve pas qu'on aura une réponse toute faite à un moment donné. Mais c'est vrai que c'est difficile de vivre avec les autres. C'est comme tu dis, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Ça peut paraître, quand on le dit comme ça peut paraître dur, ça peut paraître triste, ça peut paraître même fataliste de se dire, oh là là, les autres, c'est difficile. Mais non, mais parce que déjà, je pense que, et on va en parler, mais déjà, parfois, c'est pas difficile de vivre avec soi-même. Mmh. Déjà, Non, donc mais c'est ça. acceptons-le. Donc forcément, bah, forcément, la conséquence logique, c'est que déjà quand on est tout seul et il y a pas d'autres personnes avec nous, parfois c'est difficile, pas forcément quand on est avec les autres, ça ne va pas toujours être évident. Et je pense que ça touche à deux, trois choses. La première, c'est que on voudrait, dans le monde idéal, que rien ne change jamais, que tout soit bien tout le temps. On voudrait, et je pense que ça a été un malentendu dans le monde du yoga ou ça l'est parfois, c'est qu'on voudrait que le monde soit non violent. Ahimsa. Mais en fait, ahimsa, c'est beaucoup plus fort que ça. Quand il y a le petit a, c'est une négation forte. Hein. C'est comme en français. Symétrique et asymétrique, c'est l'absence de symétrie. Donc, plus que la non-violence, il faudrait presque parler de l'absence de violence à tous les niveaux. Déjà, on pourrait se dire que parfois il y a des combats justes, et je pense que c'est la Bhagavad Gita qui nous parle de ça et nous dit, même si évidemment c'est pas la guerre, c'est pas une éloge de la guerre qu'il fait, il nous rappelle que parfois l'action passe par, enfin que l'action, elle est là pour aussi défendre des combats qui sont justes. Je ferme ma parenthèse, mais le fait que le monde, et ça, toutes les philosophies se l'accordent jusqu'à un certain point, le monde est un constant changement. Donc forcément, cet état qu'on voudrait permanent n'existe pas dans le monde sensoriel, dans le monde manifesté, on pourrait l'appeler pour certaines traditions du yoga. C'est pas quelque chose, c'est un constat. Et c'est pas mauvais, c'est pas bien, ni c'est pas mal. C'est un constat, ça change. Et donc, quand il y a des changements, souvent, il y a de la résistance. Parce que le changement n'est pas facile. Parce que notre corps n'est pas le changement. La température augmente, ben, on commence à transpirer pour réguler la température. Enfin, même notre corps n'aime pas trop ça. Donc, forcément, quand il y a du changement, il y a de la résistance. Quand il y a de la résistance, très souvent, il y a des conflits. Et des conflits qui peuvent parfois être tout petits, et des conflits qui peuvent se désamorcer très vite, mais je pense que du coup, c'est normal. Et ça vient de... Donc du coup, je pense que d'une partie, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a cette
identification qu'on va faire, qui est aussi très naturelle, qui est aussi très humaine, mais le fait que nous, parfois, on s'identifie, ou très souvent, à nos émotions, à nos actions, à nos pensées. Et donc, quand on s'identifie et que quelqu'un ose faire une remarque par rapport à ça, par rapport à des aspects de notre être qui ne sont pas, qui ne nous définissent pas entièrement, bah forcément, bah ça va créer des conflits, ça va créer des frictions. Et c'est ce qu'on pourrait appeler l'ego. L'ego, selon l'école de Samkhya et ce découpage que les écoles de Samkhya font de la réalité, à un moment, on se pose la question de notre monde intérieur et un des éléments, un de ces niveaux de réalité intérieure qu'on a, c'est le ahamkara, le créateur du jeu, qui est quelque chose qu'on a tous. C'est ce qu'on peut appeler l'ego. Qu'est-ce qui fait que moi je suis moi? Qu'est-ce que je pense me définit? Donc il y a des gens qui vont se définir par rapport à leur travail, il y a des gens qui vont se définir par rapport à leurs émotions, il y a des gens qui vont se définir par rapport à leurs pensées. Les écoles du yoga, et notamment les Yoga Sutras de Patanjali, nous rappellent que on n'est pas ça, on n'est pas que ça en tout cas, qu'on est beaucoup plus que ça. Mais le problème survient lorsque on s'identifie complètement avec ça. Donc, si quelqu'un proche, famille, ami, etc., me dit quelque chose par rapport à mes émotions, mes pensées, peut-être mon travail, peut-être des aspects de ma vie qui sont moins importants, mais qui jouent parfois ce rôle de je suis ça, bah ça va nous atteindre. Et on va le prendre comme une attente personnelle. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, ça va devenir un conflit. Et imagine lorsque deux égos se rencontrent, forcément, ça va créer encore plus de conflits parce qu'on oublie finalement que, en dessous de tout ça, de toutes ces couches qui font partie de nous, certes, mais qui ne constituent pas notre vraie essence, il y a beaucoup plus que ça. Certains l'appelleront dans l'Espagnol Adlatman, dans les Yoga de Patanjali, ça sera Purusha. Pour les traditions bouddhiques, il n'y a pas de soi, ce qui fait que ça va encore plus loin et ça nous rappelle que, en fait, il n'y a même pas de nous, en fait, on ne peut pas même être à temps. Mais donc, je pense que c'est ça, en partie. Et je pense que je réponds, peut-être, je donne des pistes de réflexion, parce que c'est pas du tout une réponse à la question. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais c'est vrai que tu donnes des pistes de réflexion et il y a aussi un truc en plus, je pense, en tout cas, c'est quelque chose que je vois beaucoup et qu'on voit beaucoup. Par exemple, dans mon métier en ergothérapie, on fait un bilan, si tu veux, pour quand on a des patients, pour, voilà, apprendre un petit peu, à les connaître, comprendre aussi le retentissement de leur pathologie sur les activités de la vie quotidienne et cetera. Et en fait, connaître une personne, c'est hyper difficile. Tu vois, on a 1 heure pour essayer de balayer tout ça. On leur pose des questions sur leurs valeurs et notamment une question sur leur rôle, le rôle dans la société et je trouve que c'est un peu, comment dire? C'est à la fois lié à l'ego et à la fois lié à quelque chose qui pour moi est plus vaste, c'est-à-dire ta place dans une société, ta place dans le monde en quelque sorte. Et c'est vrai que très souvent, eh bah, c'est particulier parce que les rôles peuvent être liés à un rôle dans la famille. C'est comme ça aussi que tu nous en as parlé tout à l'heure en disant: «Bah, moi je suis l'aîné». Donc qu'est-ce que ça implique, le fait d'être l'aîné dans la famille? Mais j'irai même plus loin, qu'est-ce que ça implique d'être l'aîné en dehors de sa famille? Et j'avais une patiente qui avait travaillé à, l'ADAS, donc elle s'occupait d'enfants, qui étaient placés en foyer. Donc du coup, un travail extrêmement dur émotionnellement et elle était gouvernante ou maîtresse de maison. C'est-à-dire qu'elle était là pour, elle avait pas un lien direct comme les éducateurs, elle était plus là pour prendre soin d'eux, vraiment dans le soin. Mais elle me disait: «Je leur fais des câlins» et je leur faisais des câlins et puis ils me racontaient des choses, qu'ils disaient pas, enfin, à d'autres, enfin, i elle avait une relation presque pas de mère de substitution, mais presque. Vraiment une relation très, très forte avec ses enfants et c'est une patiente, peu importe ce qu'on lui disait, qui allait automatiquement se mettre dans une place où elle prenait soin des autres. C'est-à-dire dans les groupes, voilà. En fait, son rôle et je lui en ai parlé à plusieurs reprises parce qu'à plusieurs reprises, limite, elle était prête à avoir des actions parfois délétères sur sa santé parce que ça répondait plus
à son rôle de prendre soin de sa copine avec qui elle était venue et cetera. Je vous parle d'une dame qui avait plus de 70 ans. Donc on imagine à quel point c'est l'ego, il est là, mais il y a aussi un rôle en fait, un rôle qui en effet est lié à l'ego et est lié à notre identité et cetera, mais parfois est lié à quelque chose d'encore plus peut-être profond, c'est-à-dire quelle place j'ai dans cette société? À quoi je suis utile en quelque sorte? Et on a eu beaucoup de discussions avec cette patiente où voilà, il y avait ce fait de, hop, essayer de se détacher un petit peu, pas de l'oublier complètement parce que c'est ce qu'elle est, mais juste d'accepter qu'elle peut le mettre un peu de côté pour prendre soin d'elle. Et je trouve que ces rôles, moi, c'est pas quelque chose dont j'avais vraiment conscience. Autant l'ego, surtout C'est par rapport au vrai. yoga, tu vois, on en parle beaucoup, on a mais le rôle dans notre famille, le rôle dans la société, quelle place on a, et bah, c'est quelque chose que je me rends compte, en tout cas dans mon quotidien au travail, en fait, est beaucoup plus profond et beaucoup plus important et parfois dit beaucoup plus de soi que tout le reste. Mais c'est génial ce que tu dis. Et c'est vrai que parfois on peut répliquer les rôles qu'on a au sein de Totalement. la mini-société dans laquelle on a grandi. Moi, je pense, tu vois, c'était un petit peu l'opposé qui m'est arrivé, c'est-à-dire que je connais très bien mon rôle au sein de ma famille, mais c'est pas forcément le rôle que je joue quand je ne suis pas avec eux. Et donc, du coup, ça a généré aussi ce petit conflit parce que même moi, enfin, je suis la même personne et je sais que je suis toujours Laura, mais en fait, je me sens presque une personne différente. Tu vois, même, ou même, enfin, c'est cette question de l'identité. En France, je suis mexicaine, ici, je suis la française. Enfin, quoi que je fasse, je vais pas changer ça par rapport à comment je suis perçue. Et, et c'est vrai que ça peut, enfin, dans l'autre sens où tu vois, où moi, je sais pas pourquoi et je pense que, bah voilà, il va falloir parler avec mon thérapeute pour ça. Pourquoi est-ce que je me place dans des rôles différents et pas forcément comme le cas que tu nous racontais. Mais ça peut aussi, voilà, causer justement des conflits. Et puis, il faut pas oublier que justement aussi cette perception par rapport aux rôles qui parfois nous définissent ou dans les rôles dans lesquels on veut apporter des choses à la société, vont aussi, comment je pourrais dire, vont aussi avoir une influence sur notre façon de percevoir le monde. Et la façon dont on perçoit le monde, qui a toujours été voilà, source de conflits et discussions et échanges culturels et philosophiques très intéressants et très riches, cette façon de voir le monde, c'est ce qui va définir ce qui est important pour nous. Et parfois, c'est ce qu'on va appeler les valeurs. Et donc, très souvent, et on le voit encore aujourd'hui, on le verra toujours et depuis la nuit des temps, quand il y a aussi cette vie avec les autres, très souvent, il y aura un conflit de valeurs. Je sais que par Mmh. exemple pour moi, pour atterrir un petit peu cette idée, je suis un peu kantienne, je suis un peu de l'école de Kant, dans le sens où je sais qu'il y a ma maxime, et ma maxime, en tout cas pour les relations qui me sont chères, c'est l'honnêteté. Je dirais pas jusqu'à dire que, et je ne suis pas naïve pour dire que, bon voilà, s'il y avait, c'est un cas classique de l'éthique en philosophie. Si tu dis que tu es toujours honnête et que tu dis toujours la vérité, qu'est-ce que tu ferais si à un moment il y a un tueur en série qui arrive chez toi et qui te demande où est la personne, que tu sais très bien où elle est, où est la personne qu'il a envie de tuer, que le tueur en série a envie de tuer. Est-ce que tu dirais la vérité? Et là, du coup, on rentre dans un conflit justement de est-ce que en disant la vérité, je suis en train de tuer aussi cette personne, enfin bref. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu cette maxime. Pour les gens et pour les relations qui sont chères à moi, s'il y a bien quelque chose qui m'est important, c'est cette honnêteté, c'est cette transparence. Je préfère qu'on me dise les choses, les bonnes et les mauvaises, mais que ça soit direct. Et si je pose une question, j'attends qu'on me dise la vérité. Voilà. Mais c'est pas facile tous les jours. Et je sais très bien qu'il y a des personnes de mon cercle proche qui ne comprennent pas cette maxime. Et qui se disent, bah non, moi, parfois, je vais pas te dire la vérité parce que si je sens que je vais te blesser, pour moi, ça n'a pas de sens. Et ça génère des conflits. Et ça a généré des conflits pendant cette année. Donc, il y a aussi
cet aspect de vivre avec les autres, et qui est aussi un dilemme d'Arjuna dans la Bhagavad Gita, qui a à voir avec notre vision du monde et avec ce qui est important pour nous. Bien sûr, mais c'est exactement ça et c'est vrai que toutes nos valeurs sont différentes et je pense qu'il y a aussi la priorité de nos valeurs. C'est-à-dire que pour toi, l'honnêteté, est-ce que tu dirais que c'est vraiment la valeur que tu me places au-dessus de toutes les autres? Oui, mais vraiment, tu vois, Voilà. c'est ça, c'est ma maxime. Alors que je sais très bien que pour les autres, ça va pas être pareil. Bah, pour moi, par exemple, c'est important l'honnêteté, mais c'est pas plus important que la bienveillance. Pour moi, la bien et pour moi, parfois être bienveillante, c'est une C'est plus bah important. et c'est plus important et ça va peut-être être parfois taire certaines choses. Parce que même si l'honnêteté est importante, si à ce moment-là, je suis pas en état, par exemple, d'être honnête, de façon bienveillante, parce qu'il y a aussi ça, je trouve, qui parfois peut Oui, peut non, mais c'est provoquer des vrai, c'est vrai. frictions, eh ben, je vais préférer la bienveillance et ensuite revenir alors je j'y arrive pas toujours, hein, mais mais je sens que quand j'arrive pas à être bienveillante, eh ben, c'est très compliqué pour moi. Tandis que si j'arrive pas à être Voilà. honnête, c'est un peu moins compliqué. Enfin, j'arrive un peu plus entre les 2 à choisir. Je préfère sentir, la fois où, j'ai pas été tout à fait transparente que la fois où j'ai pas été bienveillante. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Ah oui, oui, et oui. pour moi, c'est complètement Mais tu l'inverse, hein. Enfin, non, mais c'est cool. Mais c'est comme ça pour tout le monde. Donc en fait, les conflits de valeurs, on en aura toujours et ces valeurs-là, je remarque aussi parce qu'on leur demande, aux patients, quelles sont les valeurs les plus importantes pour eux et c'est très, très, très marrant. C'est-à-dire que parfois il y en a, j'arrive à les anticiper. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'ils m'ont dit avant, parce qu'avant on a un peu discuté de la Évidemment. famille et tout, de famille, des relations et donc parfois je sais je sais pas comment te dire et parfois je me dis: «Ah ouais, là, si j'avais parié, j'aurais gagné». Je leur dis pas, hein, je vous rassure. Mais et parfois, je tombe des nues et parfois je dis: «Ah ouais, pas possible» et parfois, en fait, j'arrive à relier certaines et dans ce cas, je leur demande, par rapport à leur métier ou par rapport à un événement très précis ou quoi et je leur dis: «Est-ce que c'est en lien avec, voilà, ce métier ou cet événement que vous m'avez raconté?» Ils vont me dire: «Bah oui, voilà, parce que» et donc c'est marrant ces valeurs et très souvent par contre les patients sont surpris. Alors pas tous. Il y en a, je pense qu'ils ont déjà bien réfléchi à ça. Parce que c'est pas quelque chose auquel on réfléchit. Nous, je sais qu'on a fait un exercice. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'il y avait une partie en individuel et une partie en groupe où justement on parlait et on confrontait, nos valeurs et c'était hyper intéressant de voir ce qui se dégageait des groupes et ensuite on devait choisir les valeurs pour les groupes. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire que si je enfin, idéalement, pour des relations, amicales, amoureuses, de travail, familiales, apaisées, en fait, il faudrait choisir des valeurs. C'est-à-dire que Mmh. choisir dans notre système, ça peut être des valeurs où on n'a peut-être pas le même système intérieur, mais en tout cas pour ce système-là, on choisit, par exemple, la liberté et je sais pas, l'harmonie. Tu vois? Ça va être deux valeurs qu'on choisit pour notre groupe et ça, c'est jamais le cas. C'est-à-dire que dans aucun, endroit où on travaille, dans aucune réunion familiale, on va dire: «OK, bon, on réfléchit à nos valeurs, on les confronte et on choisit celles qui sont pour nous, pour ce groupe, les plus importantes». Mais pour autant, je pense que ce seraient les choses les plus importantes à mettre en place. Mais attends, mais du coup, là, tu donnes une idée d'activité pour ces fêtes, de fin d'année. Ça pourrait être Ça génial peut de parler de remuer ça. énormément et honnêtement, Non, mais bien ça peut évidemment. remuer énormément parce que tu te confrontes aussi parfois, je pense à des les valeurs, en fait, ça va très loin. Et les valeurs, ça va très loin et par exemple, moi, je Ah! remarque que beaucoup de personnes qui ont eu, soit des relations, amoureuses, voilà, avec, tromperie, divorce et cetera. Souvent, la valeur qu'ils vont placer en premier, fidélité ou honnêteté. Très souvent, systématiquement et Mmh. tu sens que cette valeur-là, il y a quelque chose qui bout derrière. Quand, par exemple, quelqu'un ne supporte pas, par exemple, une tromperie, ça dit beaucoup, en fait, sur cette personne par rapport à sa vision de la loyauté, par rapport à où elle le place par rapport à tout le reste et cetera.
Donc en effet, c'est une super activité, mais faites-la, ouais, Comme n'importe quelle activité, il faut poser les règles du exactement. jeu et je Voilà, pense qu'il règles faudrait du penser jeu à et tout, ça, mais ouais. c'est super intéressant. Vous pouvez nous, on avait, faudrait que je retrouve. Si j'y arrive, je vous le mets. Mais en fait, on a vu c'était parce que tu as plusieurs systèmes de valeurs, en fait. Enfin, comment dire? Tu as plusieurs, Mmh. nous, en fait, c'était une ergothérapeute qui avait travaillé sur les valeurs, des ergothérapeutes et cetera. Je crois qu'il y en avait 10 ou plus, mais ensuite avant on avait fait une liste où c'était des valeurs personnelles, il y en avait 55, c'est tout un bordel, il fallait les noter, enfin c'était tout un truc. Mais c'est hyper intéressant parce que parfois du coup on se rendait compte que, voilà, on n'avait pas forcément placé les mêmes choses en 1er, et c'était pas forcément les mêmes justifications aussi. Mais un Mmh. super, exercice ne serait-ce que pour soi, pour, finalement arriver à définir un petit peu quelles sont les valeurs qui nous guident. Parce que en fait, très souvent et tu en avais aussi un petit peu parlé quand tu as introduit un peu cette partie, c'est-à-dire que la certes, vivre avec les autres, c'est compliqué, mais vivre avec soi-même, déjà, de base, c'est compliqué. Parce qu'en fait, il y a parfois des conflits intérieurs. C'est-à-dire que souvent, si ce qu'on vit, à l'intérieur est en, contradiction avec ce qu'on fait à l'extérieur, en fait, il y a un conflit qui est énorme et du coup, on peut pas être bien. On peut pas être bien avec soi, Mmh. donc on peut pas être bien avec les autres et je trouve que de définir un petit peu ces valeurs et essayer de vivre en adéquation avec elles, alors c'est peut-être le but d'une vie ou le but de plusieurs vies, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être une, ouais, comme une étoile du berger, tu vois? Non, mais complètement, complètement et puis c'est surtout que je trouve que, bah, là, on parle justement des relations qui sont les plus proches à nous, mais c'est particulièrement difficile de vivre avec les autres lorsqu'on est dans une période de turbulence intérieure. Parce que, je sais pas si ça t'arrive, mais très souvent, les personnes qui sont proches de toi jouent le rôle du miroir. Et Bah, oui. c'est très intéressant, mais c'est très difficile. C'est très difficile de garder son zen lorsque cette personne qui te connaît parfaitement, qui te connaît parfois depuis toute ta vie, genre un parent ou un frère ou un ami d'enfance par exemple, se place dans ce rôle. Et parfois, c'est pas facile de voir ce miroir parce qu'on n'aime pas l'image qui est renvoyée parce que c'est difficile et je pense que c'est une des choses les plus difficiles mais les plus courageuses qu'on peut faire de se dire bah ouais j'aime pas ça de moi, j'ai merdé dans ça, ça c'est pas un truc qui est chouette chez moi, mais une fois qu'on le fait, c'est c'est très intéressant le travail qui suit derrière. Ça ne veut pas, ça ne veut pas dire que c'est fini, et je pense que c'est juste une première étape. Mais, mais c'est vrai que ça aussi, ça joue dans le vivre avec les autres. Finalement, quand tu parlais de ce système de valeurs, etc., ça me fait penser un peu au, j'ai comme cette impression, cette image qui me revient, où je me dis, bah, en fait, on vit tous un peu dans une tour à Babel. Enfin, en fait, on est tous en train de parler des langues complètement différentes parce que tout ça, tout ce qu'on vient de lister. Et donc, forcément, c'est hyper difficile de faire la traduction en permanence de l'autre ou de moi par rapport aux autres, ou, enfin, que ça soit dans les deux sens. Ben, c'est pas quelque chose qui est simple parfois. Mais on va justement parler des solutions et de ce qu'on pourrait Mmh. justement, des pistes de réflexion pour apaiser ces petits moments où forcément ça va arriver, ça peut arriver et c'est ok si ça arrive. Oui, c'est la dernière partie du podcast, une partie un petit peu plus, on va dire, pratico-pratique. Mais c'est vrai que peut-être la première chose, finalement, c'est un peu ce dont on vient de parler, c'est vraiment de réfléchir à son système de valeurs pour aussi guider un petit peu notre, conduite. J'avais fait un épisode du podcast où je vous partageais, l'expérience que j'avais fait en arrêtant finalement Instagram pendant 1 mois. Du coup, j'avais eu plus de temps pour autre chose et j'avais retrouvé, une expérience sociale que j'avais vue en
en psychologie et sociologie, qu'on avait eu en cours, en première année d'ergo, qui refaisait l'expérience de Milgram, tu sais? L'expérience sur, l'obéissance. En fait, si tu veux, c'était, en Non, fait, je connais pas. pour essayer de comprendre le nazisme, si tu veux, des États totalitaires. En fait, ils avaient essayé de reproduire une expérience, je vous la fais en version accélérée, où en fait, tu avais, un scientifique qui donnait qui disait: «Bah, voilà, on fait un jeu on fait une expérience pour apprendre, voir comment fonctionne la mémoire». Donc tu avais un scientifique, tu avais une personne qui était un acteur qui jouait le rôle de la personne qui allait être, interviewée, si tu veux, et tu avais une personne lambda qui était prise au hasard et qui devait poser des questions. Quand la personne répondait bien, bah, tout se passait bien, et quand la personne répondait mal, il devait activer un choc électrique. OK. Sauf qu'au plus la personne avait faux, en fait, au plus les chocs électriques avançaient jusqu'à aller à un choc électrique mortel. La personne ne subissait pas les chocs électriques, vu qu'elle était, actrice et que c'était une mise en scène. Et donc du coup, OK. la personne lambda quoi, le testeur, on va dire, il était, à chaque fois qu'il se posait des questions, il était encouragé par le scientifique à, continuer. Il lui disait: «Continuez, allez-y». Ça, c'était vraiment des phrases très courtes. OK. Donc c'était aussi pour, voilà, l'argument d'autorité, rentrer dans un système où on te dit: «Bah, voilà, tu vas faire avancer la science, donc jusqu'où tu es prêt à aller pour ça?» et cetera et cetera. Et donc dans son expérience, il y avait 65 des personnes lambda qui étaient allées jusqu'à, attribuer un choc mortel à l'acteur. Mais ils savaient pas, hein, que c'était un acteur, mais pour eux, c'était Ouais. vrai, hein, ce qui se passait. Donc c'était un peu chaud quand même. Et en fait, en 2010, ils ont reproduit ça, à la télévision. En fait, c'est un jeu, le jeu de la mort, ça s'appelle, mais c'était pareil, une mise en scène avec le sociologue, Pierre-Léon Beauvois, et donc ça a été vraiment, voilà, mis en pièces, mise en scène sous forme de jeu télévisé. Et donc tu avais un acteur qui était dans une boîte où on la voyait pas, mais on entendait juste, et donc il était: «Ah non, mais arrêtez et tout», et donc la présentatrice disait: «Continuez, continuez», et tu avais le rôle du public aussi, donc avec ou sans public et cetera. Bon, et bah, là, je vous spoil la fin, mais en tout cas, regardez, je vous spoil, désolée, mais 85 des participants sont allés jusqu'à attribuer un choc, mortel. 85, ouais, Et 80 ou 85. ça a augmenté de ouf. Et ouais, mais voilà, mais la place des médias aujourd'hui. Et c'est pour ça, moi, ça m'avait fait beaucoup de Ouais. bien d'être en dehors d'Instagram, parce que du coup, j'avais un peu plus réfléchi par moi-même pendant ce mois-ci, je trouvais. Parce que finalement, tu es quand même, avec l'algorithme et tout, tu es quand même toujours confronté à ce à quoi tu crois, en fait, donc tu as pas trop de nuances et Mmh. cetera. Et je reviens aux valeurs, parce que je ne vous raconte pas cette histoire juste pour vous endormir. Je reviens à cette Mais non, attends, moi je suis, accrochée à tes mots. Non, non. Non, mais parce qu'en fait, il y a eu des personnes du coup qui ont arrêté avant, et OK. notamment moi j'ai l'image d'une femme qu'on voit dans le documentaire, qui met sa main sur son cœur et qui dit: «Non, mais là, si je continue, c'est pas moi, c'est pas Oh, moi». j'adore, j'adore. Et il y en a enfin, ceux qui ont arrêté avant, il y avait vraiment, tu sais, ce truc où à un moment pour eux: «Non, mais c'est plus moi». Enfin, tu sais, il y avait un truc, C'est c'est fort de très, dire très ça, hein. fort, et il y avait une dame qui avait arrêté assez tôt, et elle disait: «Non, non, non, mais moi», je crois qu'elle était, de Roumanie ou d'Europe de l'Est, donc elle savait ce que c'était un État totalitaire où on te dit de faire des choses qui ne sont pas en adéquation Mmh, mmh. avec tes valeurs. Mais ça, tu vas pas le savoir si tu te connais pas, si tu t'es pas posé Exactement. cette question. Et donc elle avait très vite arrêté parce qu'elle était: «Ah non, mais je ne peux pas. C'est pas possible, c'est pas quelque chose que je veux faire». Et donc ce système de valeurs, je pense que dans nos relations avec nous-mêmes, ça évite, ou en tout cas ça atténue certains conflits antérieurs. Dans nos relations avec les autres, ça peut nous permettre de mettre une barrière ou une limite, et si on ne met pas la limite, c'est qu'à ce moment-là, on accepte de pas mettre la limite. Mais il faut vraiment l'accepter en adéquation avec soi. Et donc je trouve que
Le yoga, dans cette capacité qu'il nous apporte, sur cette, introspection qu'il nous permet, bah, je pense que ça peut aussi être un bon moyen de voilà, réfléchir à notre système de valeurs. En plus, je trouve, qu'avec, le Sankalpa, l'intention qu'on passe en début de séance, on a plus ou moins, je trouve, des outils pour déjà réfléchir Mmh. à finalement ces valeurs qui sont les plus importantes. Parce que finalement, ça peut, je Mmh. pense, on va un peu plus loin, là, c'est pas politique, mais presque, hein, finalement, on va un peu plus loin que le tapis, hein, et on se place aussi par rapport à ce qu'on accepte dans notre société. Ouais, complètement, complètement. C'est vrai que ça, c'est un exercice que j'adore faire, je réagis comme ça sur le tapis, je réagis comme ça dans la méditation, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Quels sont les déclencheurs? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que, enfin, c'est sûrement une phrase célèbre de quelqu'un de très savant, de très sage, mais se connaître soi-même, c'est peut-être, une des aventures les plus belles, mais les plus enfin, j'ai pas envie de dire périlleuse parce que c'est pas de l'ordre du péril, mais il faut beaucoup de courage pour se connaître soi-même, pour aller dans cette aventure. Donc, ben voilà, tu nous as proposé d'ailleurs une nouvelle activité de fin d'année, peut-être mettre de côté, désinstaller les applications des réseaux sociaux, voir ce qui se passe Mmh. et peut-être qu'on trouvera un petit peu plus de temps d'introspection. Ouais, je pense que c'est un peu essentiel et je pense que ça peut être aussi un bon moyen de, voilà, de plonger un peu dans la philosophie du yoga ou d'autres philosophies qui nous apportent finalement matière à penser, matière à réfléchir, matière à nuancer aussi. C'est, puis je pense aussi matière à prendre du temps pour C'est ce que réfléchir. j'allais te dire. Mais ouais. C'est ce que j'allais te dire. Mais pour réfléchir et pour parfois, lorsqu'on est peut-être déjà un petit peu plus à l'aise avec tous ces outils, à Mmh. temporiser. Et c'est quelque chose dont je parle dans le Mahabharata. C'est vraiment un moment, il est tellement précieux, enfin, ces 500 où on sent que le conflit arrive, on sent que les émotions commencent à surgir. Ce temps de respirer, suspendre quelques instants, même si c'est pendant quelques secondes, toutes ces choses qui commencent à apparaître pour ensuite répondre, mais pas de façon immédiate, hâtive, parfois ça, parfois c'est très précieux. Mmh. C'est très précieux et la méditation par sa pratique formelle, hein, c'est-à-dire, bah, voilà, on se pose sur le tapis, on médite. Bon, c'est pas toujours le truc le plus sexy, hein, mais c'est quand même quelque chose qui peut changer beaucoup de choses. Moi, là, j'ai vraiment repris une routine de méditation quotidienne. En fait, je me rends compte que c'est franchement pas si difficile à caser et ça nous permet justement d'avoir cette capacité à temporiser. C'est vraiment ce que tu décris, mais je trouve qu'au plus on s'exerce finalement à avoir cette discipline, hein, on va le dire, comme c'est, de méditation formelle, au plus c'est facile d'arriver à l'exporter en dehors du tapis. Ouais, complètement, complètement. Et je sais pas si toi ça t'arrive, mais moi dernièrement, enfin quand je suis dans des périodes particulièrement stressantes et que je sais que la méditation, parce que ça peut être le cas des personnes qui nous écoutent ou qui nous voient, il y a des jours où la méditation ne marche pas. Et ces jours-là, c'est le jour où je fais des exercices de respiration. Tout Mmh. bête, tout bête. Mais ok, je ne suis pas capable de méditer, même des méditations guidées, c'est difficile, bah, je respire. Et je respire en quatre temps, ou cohérence cardiaque, ou enfin, peu importe celle qui vous aille le mieux. Et ça change. Et ça me permet ensuite peut-être de partir sur la méditation. Mais ça change tout. Ça change tout et c'est vrai que, bon, moi, c'est maintenant mon quotidien, la respiration, parce que c'est là où je travaille et il y a un patient qui m'a dit justement la dernière fois, parce qu'on parlait respirer, essayer de limiter les apnées, quand on prend sa douche, parce que typiquement, bah, pour eux, ça peut être très délétère et il me disait: «C'est vrai que ça perd de la spontanéité» et on a réfléchi tous ensemble et je leur ai dit: «C'est sûr, ça perd de la spontanéité, mais est-ce que vous gagnez pas quelque chose?» Et il me dit: «C'est vrai qu'on est plus conscient» et moi je dis: «Bah ouais, vous êtes plus présent» et combien de personnes peuvent se targuer de dire: «Bah ouais, moi quand je prends ma douche, bah, je prends vraiment ma douche». Bah, finalement pas tant de monde que ça et alors c'est sûr que ça remplacera pas leurs poumons ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça amène une pleine présence qui peut être quand même très, très, très importante à cultiver, surtout dans des vies très effrénées où on enchaîne tout et en effet, la respiration pour moi, c'est la clé pour, bah, c'est ce qui nous permet de vivre, hein, donc au plus on rend conscient ce qui est inconscient,
je pense au mieux on arrive à s'ancrer ici et on n'est pas dans nos anticipations, dans notre stress, dans nos constructions mentales. Ouais, complètement. Non, mais complètement. Ben voilà, vous avez quelques petites pistes aussi de Mmh. réflexion pour comment aborder ces périodes, ces moments parfois de Mais l'année. je trouve aussi que Dis-moi. la pratique posturale, moi je trouve que ça m'a beaucoup appris à travailler sur mon interoception, vraiment observer ce qui se passe à Mmh, l'intérieur. c'est vrai. Alors, ça peut pour certaines personnes, ça peut passer par autre chose, hein, que la pratique posturale, mais je trouve que, voilà, ça va être des signaux aussi, quand on est avec quelqu'un et on sent que le ventre se noue un petit peu. Peut-être que cette personne, si on peut la voir un peu moins souvent, c'est peut-être pas si mauvaise idée et au contraire, si on sent qu'on est avec quelqu'un et notre cœur est rempli, on sait pas comment l'exprimer, mais c'est comme ça, on sent qu'on a plus d'énergie après, on va peut-être essayer de cultiver davantage de la relation avec cette personne parce que je pense que c'est ça qui est hyper important aussi, hein. Des là, on a parlé des relations qui étaient, entre guillemets «dysfonctionnelles», mais il y a les relations, c'est la vie et on est fait pour vivre ensemble et je pense que c'est important de garder ça en tête aussi et de profiter de ces moments parce que c'est aussi des moments où on se retrouve et parfois, bah, on se rend pas compte, mais le temps peut passer très vite donc ça peut être chouette aussi de se retrouver et ça peut être chouette aussi de se prendre la tête. Oui, complètement. Non, mais complètement. Et tu dis, et merci beaucoup parce que j'allais dire un truc que j'avais oublié, qui est que parfois on se focalise, et c'est un petit peu ce qu'on a fait dans cette discussion, mais parce que parfois c'est nécessaire d'aller voir, de parler des sujets qui fâchent, euh, pour faire peut-être un jeu de mots un peu bizarre, oui. Mais, mais c'est important aussi, et je pense que quelque chose, et la pratique de yoga postural ou des méditations que je fais, me rappelle souvent ça. Quand on est par exemple dans des cours de yoga, dans des cours de yoga collectif et qu'on est capable justement d'être dans un espace où on n'est pas nos rôles, on n'est pas... En fait, c'est incroyable ces moments où on pratique du yoga ensemble parce que c'est un des rares moments où on est complètement conscient de tout ce qui nous lie et on lisse tout ce qui nous différencie. Ça, on le laisse de côté, on le laisse dans les vestiaires. Et pendant le temps de la pratique, on est complètement focalisé sur la même chose, sur notre souffle, sur les corps qui bougent parfois à l'unisson, et c'est un moment magique. Et ça me rappelle, et c'est peut-être quelque chose que j'adorais le plus quand j'ai enseigné le yoga en salle, en groupe, c'est que il y a vraiment un moment où tu te rappelles que oui, vivre avec les autres, parfois ça peut être difficile, et beaucoup de choses seront très différentes. Et c'est inhérent à la nature humaine, c'est inhérent à l'univers, mais il y a tellement de choses qui nous lient également, qui nous C'est unissent. très Et ça, vrai. c'est... Et se rappeler de ça, et se rappeler justement, quand on est avec sa famille, ces choses, ça peut aider à énormément Mmh. ramener les choses à un nouveau plan. Mmh, c'est une très belle clé. Merci Laure. Maintenant, merci à toi, c'est toi qui m'as rappelé parce que j'avais complètement zappé une partie. Bah, écoute, tu vois, la vie est bien faite, ce que j'arrête pas de C'est ça. de dire. Pour conclure, voilà, c'est la fin du podcast, mais on avait quand même envie de partir comme là, c'est la fin 2023 et cetera. Lolita, qu'est-ce que toi tu as appris ou sur quoi tu laisses 2023? Je laisse 2023 avec une réalisation. Et c'est marrant parce qu'on apprend tout le temps les mêmes choses. Mais à chaque fois qu'on apprend enfin, peut-être la même chose, on le regarde sous un nouvel angle et on a l'impression de le redécouvrir. Et c'est génial. Et peut-être le truc que j'ai redécouvert cette année, c'est par rapport au détachement. Et ça va être un truc, mais hyper basique quand je vais vous le dire, mais le détachement est difficile. Voilà le pitch. Et c'est vraiment pas un pitch sexy. Mais déjà, je pense que voilà, quand on est confronté à nouveau à la vie, peut-être enfin, à la vie en entreprise, retour avec sa famille et tout, en fait, je me suis rendu compte à quel point, moi qui pensais avoir une pratique de détachement constante, qui est déjà peut-être en place, ben en fait, c'est pas du tout le cas. Parce que c'est difficile, not to care, c'est difficile de ne pas s'être attaché, mais aussi, même quand j'arrive à être détachée, parfois j'ai tendance à oublier que les autres ont ce même
challenge. Et que du coup bah, je repars et j'espère qu'en 2024 ça ira mieux. Je repars avec ce message de ne pas oublier que même parfois lorsque le détachement est facile pour nous, il n'est pas facile pour les autres, justement pour tout ce qu'on a vu. Et lorsque je comprends ça, bah, du coup, peut-être, parfois, il y a eu des fois, il y a eu quelques rares occasions où j'ai réussi justement à parler un peu le langage de l'autre pour justement ne pas l'attaquer personnellement ou pour faire en sorte que il ou elle ne se sente pas attaqué personnellement ou adressé personnellement parce que cette personne est attachée à une partie de sa personne. Voilà. Je sais pas si c'était super clair, mais voilà avec quoi je repars. Bah, c'est non, non, si, c'était très clair et je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup, ça te permet aussi d'être un peu plus dans le non-jugement, plus dans l'écoute active, je pense. Donc ça, Complètement. c'est des clés qui sont importantes pour les relations avec soi et avec les autres aussi. Mmh. Complètement. Et toi, tu repars avec quoi en Ouais, pour 2023? être tout à fait franc, après je pense que je vous ferai un épisode où voilà, où je vous raconterai mes malheurs. Non, j'exagère. Cette année, en fait, 2023, elle a été très particulière parce que j'ai obtenu 2 choses, énormes. Donc la réussite de mes études, une réussite à laquelle je m'attendais pas à ce point, je sais pas comment vous dire. Ça a été, une surprise et à la fois, c'était en lien avec tout ce que j'avais fourni comme travail, donc j'ai fourni énormément de travail pour ça. L'obtention d'un poste, dans un service, hyper enrichissant, hyper intéressant, mais extrêmement exigeant. Donc la place du travail qui a été, énorme, énorme et en fait, comme la vie est bien faite, j'ai compris, grâce à beaucoup de mes patients, que le travail, c'est bien, mais la santé, c'est mieux, en fait et je pense que ça m'a permis de réfléchir de nouveau à mon système, de valeurs, justement et à la priorité de certaines de mes valeurs et aussi la priorité mes priorités dans la vie, en fait et voilà, hyper enrichissant, finalement, de se rendre compte que, le travail n'est qu'un travail. Quelque part et peu importe, les accomplissements, quels qu'ils soient, mais en fait, il y a rien qui va remplacer, le fait d'être bien, que ce soit physiquement ou mentalement. Il y a rien qui va remplacer une famille, il y a rien qui va remplacer des relations avec soi, harmonieuses. Il y a rien qui va remplacer un coucher de soleil. Et tout ça, c'est hyper bateau, mais je pense qu'on a peut-être besoin de ça parce que je pense que parfois on se prend trop au sérieux et au final on va le payer. Et c'est horrible, hein, de et je suis désolée de le finir, sur une note un petit peu un petit peu triste ou en tout cas fataliste, mais on se rend pas compte parfois de l'impact qu'on peut avoir sur notre futur nous et j'ai une camarade de classe qui m'a partagé, je pense, une des plus jolies leçons. Elle m'a dit: «Mais, si ce que tu vivais là, c'était ton enfant qui le vivait et que tu pouvais être, voilà, le parent, bah, qu'est-ce que tu dirais?» Et je pense que parfois on oublie de traiter notre enfant intérieur et je pense qu'on en a besoin et parfois ça répond à pas mal de je pense de situations. Et je pense que c'est aussi important de toujours réfléchir à OK, ce qu'on est prêt à faire pour des accomplissements enfin, qui vont arriver à court, à moyen terme, mais quel est l'impact sur notre futur nous? Et je pense que c'est souvent des choses, on est tellement dans le guidon qu'on oublie. Voilà, prendre un petit temps de recul. Pour moi, c'est ça. Enfin, ça a été, du coup, j'ai l'impression qu'il y a eu plein de leçons en une, mais ça reste quand même une leçon par rapport à voilà, quelles sont les priorités. Mais qui est une leçon qui, franchement, en plus, je pense, elle est particulièrement pertinente quand on va se lancer dans ces festivités de fin d'année, quand on est dans la course de la fin Mmh. d'année, quand on se pose, mais parfois, on se donne et on s'offre pas le temps de peut-être réfléchir, ok, à l'année prochaine, de se projeter. Et je trouve que non, au lieu d'être hyper fataliste, ton message est un message très. Il est plein d'espoir et plein de bienveillance, comme tu disais. Donc,
Donc non, non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est un très beau message. Bon, merci beaucoup. En tout cas, on était ravis de vous avoir, avec nous sur ce podcast. Merci beaucoup Laura, tu sais que j'adore, pouvoir échanger avec toi sur cet espace. On voulait vous faire un cadeau de Noël, un super cadeau de Noël, donc 25 de réduction sur nos programmes de yoga. Donc il y a Yoga Mon Amour qui lui va vraiment être pour mieux comprendre finalement le yoga et surtout le yoga durable. C'est-à-dire on va vraiment vous accompagner sur à la fois l'anatomie, à la fois des séquences qui vont être spécifiques sur des, parties du corps qui vont vraiment être là pour, mieux vous connaître déjà à un niveau, corporel et mieux comprendre comment adapter, votre pratique de yoga et Yoga Ma Création, si tu veux présenter Yoga Ma Création Laura? Oui, alors Yoga Ma Création, si vous voulez passer le cap et commencer à créer ou à construire des séances pour votre pratique ou pour vos cours. Et voilà, en vous proposant, on va décortiquer, il y a les replays du live, des lives qui sont des échanges très, très riches où on va parler de justement comment on va construire sa séquence, sa séance de yoga et comment on va le faire en sorte pour que ça soit aligné avec votre yoga. Voilà, donc les deux programmes qui sont aussi alignés avec voilà, ce souhait qu'on vous donne de prendre soin de vous s'offrir du temps pour vous, des moments de qualité pour vous. Et c'est parfois plutôt facile de s'oublier dans les tourbillons de fin d'année. Donc ne vous oubliez pas, offrez-vous des cadeaux à vous aussi, parce que c'est très facile parfois de donner aux autres, mais un petit peu plus difficile de se donner à soi-même. Donc voilà, avec quoi on voulait vous laisser pour cette fin d'année. Et merci à toi Isa, parce que j'adore tous ces espaces, j'adore parce que ça fait... bon, notre relation a toujours été un petit peu à distance, mais là, même, tu vois, même avec un grand océan qui nous sépare, on arrive à trouver ces espaces et ces moments. Et je voulais te remercier pour ça. Merci Laura. Et je pense que c'est précieux et c'est vrai que parfois mais voilà, on peut perdre de vue ou voilà, on peut être un peu moins, voilà, un peu moins proche, physiquement, on va dire, de certaines personnes. Mais si c'est des relations qui vous font du bien, comme voilà, Laura et moi, c'est une relation qui nous fait du bien, je pense que ça vaut le coup d'accorder du temps pour cette relation. Ça vaudra toujours plus le coup que de faire quelque chose qui finalement, sur le court terme, va peut-être être bien, mais délétère sur le long terme. Donc voilà, les priorités, c'est important. Merci d'avoir été ma priorité, Lolita, pour aujourd'hui. Merci à toi. Merci à vous pour votre écoute. On vous laisse les liens évoqués dans le podcast, juste dans la description. Merci pour tout. On vous souhaite une très très belle fin d'année. On se retrouvera très vite, je pense. Et en attendant, prenez soin de vous.